On va partir sur un moment d'échange, donc vous pouvez poser des questions comme vous l'entendez et je vais me tâcher d'y répondre autant que faire se peut. Parce que je ne suis pas non plus Dieu le Père, donc j'ai pas forcément une réponse à tout ce que vous dites. Donc c'est une question qui est juste précédée d'une petite réflexion et qui reprend... Essaye de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Qui reprend l'idée que tu as développée sur le fait que la dichotomie de souveraineté, entre la souveraineté avec un grand S et celle qui serait propre à chaque corps politique, et du moins sa représentation qui émane de l'identité de ce corps politique, si j'ai bien compris. Un adjectif qui est souvent accolé à la souveraineté en ce moment, c'est l'adjectif européen, européenne en l'occurrence. Est-ce que l'une des causes justement de la faiblesse, de l'impasse européenne dans laquelle on est, n'est pas justement cette concurrence de représentation des petites souverainetés avec un petit S entre différents corps politiques, donc qui ont chacun leur propre représentation, leur propre idée de la souveraineté, et qui ne parviennent pas à en construire une unique, précisément parce que toutes ces petites souverainetés, petites entre guillemets, concurrentes, ne seraient pas forcément compatibles. Et c'est l'hypothèse, et la question, c'est, dans cette mesure, la souveraineté européenne, est-ce nécessairement une impasse, une idée qui serait trop abstraite, mais compte tenu de ces petites souverainetés concurrentes, ne serait pas réalisable? Ou alors, si elle était réalisable, par quels moyens l'édifier et la réaliser? Alors, il y aurait une réponse assez courte d'abord à faire, c'est en citant Clémenceau, une phrase, c'est un déterminant, un verbe et c'est un déterminant, un sujet, un verbe et un complément. Pour avoir un objectif, il faudra passer par mon bureau. Alors, c'est le cas avec tous les adjectifs qui ont trait à la souveraineté. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Qui ont trait à la souveraineté. C'est que, comme la souveraineté en fait est indivisible, normalement on ne devrait pas pouvoir lui accoler d'adjectif. Bon, alors l'idée de souveraineté européenne, en fait, est partagée entre deux conceptions du corps politique. Une conception qui ferait de l'Union européenne une association de corps politiques, et une autre conception qui viserait à fondre les corps politiques européens dans un seul corps politique. C'est l'idée fédéraliste. Bon. Le problème, c'est que un corps politique ne se construit pas de manière volontaire. Si vous voulez, la volonté propre des individus qui composent un corps politique ne permet pas d'en former un autre parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient en former un. Et c'est tout l'enjeu en fait au sein de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne est dysfonctionnelle? Eh bien justement, c'est parce que on ne forme pas un corps politique unique. Et comme on ne forme pas un corps politique unique, eh ben, on n'a pas de souveraineté européenne. Il n'y a pas de souveraineté européenne parce qu'il n'y a pas d'unanimité, comme je vous l'ai dit, autour de la souveraineté européenne, parce qu'il n'y a pas de consensus. Alors il peut y avoir des consensus sur certains points, mais quand il y a des consensus sur certains points, ce n'est pas une souveraineté commune. C'est des rapports de puissance qui convergent dans un sens précis. Par exemple, je ne sais pas, Erasmus. Mais l'Union européenne en tant que telle, ou du moins dans sa vision fédérale, est à mon avis totalement dans l'impasse, justement parce qu'on est arrivé au bout de ce qui pouvait être partagé entre nos moyens de puissance, et qu'après ça, on n'a plus de conception commune. Et donc on n'a plus de moyens de former un corps politique. Voilà, un corps politique n'est pas un objet volontaire. C'est un fait social qui surgit comme ça. J'ai cru t'entendre dire que la souveraineté du Royaume de France pouvait servir de justification au fait que le roi puisse nommer les évêques. C'est ça? Alors, si on se téléporte dans un passé récent, est-ce qu'on pourrait penser que la souveraineté de la République pourrait justifier que le président de la République nomme les évêques des temps modernes, c'est-à-dire les patrons de chaîne? Ah. Voilà, puisque c'est le nouveau clergé, les médias. Donc voilà, c'est une question un petit peu... Enfin, par exemple, moi, ça ne m'a pas particulièrement choqué que le fils du peintre hongrois nomme le président de France Télévisions. Oui. Parce que quand on crie au scandale en disant
c'est plus le CSA qui nomme le président. C'est oublier que le CSA, c'est quand même une assemblée de gens nommés par d'autres gens qui ont de toute façon dû faire allégeance à un moment de leur parcours au parti unique. Donc c'est hypocrite. Donc voilà, je voulais savoir si la comparaison était bonne. Et voilà, En fait, bon, oui, alors je ne sais pas si les patrons de chaîne sont les évêques ou les archevêques de notre époque. Je dirais que la dimension la dimension spirituelle est absente, alors qu'elle est prépondérante chez les évêques, en tout cas normalement. Par contre, oui, la souveraineté, enfin, l'absolu de la souveraineté permettrait potentiellement de nommer les patrons de chaîne. Alors après, encore une fois, je l'ai précisé, mais c'est dans le corps politique que se forment les limites à ce que peut faire et ce que ne peut pas faire la souveraineté. Donc, si le corps politique français considère qu'il est de son intérêt que soient nommés les patrons de chaîne, eh bien, oui, ça reste possible. Alors après, la mise en œuvre pratique de cette nomination, c'est autre chose. Mais là, on sort de l'objet propre de la souveraineté pour passer dans le fonctionnement de l'État et donc dans l'usage de l'impérium. Et là, l'usage de l'impérium, il est plus ou moins large, il est plus ou moins limité, selon les arbitrages que nous faisons dans le cadre de la construction de l'unanimité de la souveraineté et donc de nos consensus. Donc oui, c'est possible potentiellement, mais je vais rebondir juste sur la question précédente parce que je ne l'ai pas dit, mais enfin, une fédération européenne n'est pas interdite à travers les âges. C'est juste qu'aujourd'hui, les conditions de possibilité de son existence ne sont pas réunies. Alors là, pour la nomination des patrons de chaîne, c'est un petit peu moins large, mais oui, c'est possible. Peut-être juste rebondir sur la question juste d'avant. Enfin, je pense que la différence entre les patrons de chaîne et les évêques, c'est que les évêques, à l'époque du Moyen-Âge, étaient les représentants du souverain, et sont encore les représentants du souverain pontife, qui est une sorte d'adversaire du roi, alors que je ne pense pas que les patrons de chaîne soient représentants d'un pouvoir externe. On peut l'entendre, que ça peut être un pouvoir externe à la France, mais pour moi, il y a quand même cette distinction-là. Alors, la distinction est beaucoup moins claire que ça. J'ai pris l'exemple de Guillaume Durand, qui a forgé l'expression, la locution latine dont je vous ai parlé, Rex in regno suo est imperator, le roi est empereur en son royaume, et Guillaume Durand était évêque de Mende. Et donc, en fait, il n'y a pas... les évêques ne sont pas, à proprement parler, les représentants d'une puissance extérieure qui serait le pape. Ça dépend de leur position sur la puissance temporelle du pape, notamment. En fait, c'est assez compliqué. Il faut rappeler qu'à l'origine, le pape, c'est un évêque comme un autre. C'est l'évêque de Rome, le pape. C'est un des 5 patriarches. Après, dans l'église romaine, organisée à partir du IVe siècle, c'est l'évêque de Rome, c'est un des 5 patriarches, avec celui de Constantinople, celui d'Antioche, et celui d'Alexandrie, et puis le dernier qui va apparaître, celui de Jérusalem. Et à l'origine, il n'a pas de domination particulière sur la partie occidentale de la chrétienté. C'est progressivement que va se construire cette idée de la supériorité. Et même encore au XIXe siècle, l'infaillibilité du pape, c'est au XIXe siècle qu'elle apparaît. Donc c'est vraiment très très tardif. La suprématie du pape sur l'église latine est assez récente et elle a toujours été contestée. Une grande partie du clergé français au XVIIIe siècle n'est pas ultramontain, enfin n'est pas partisan du pape, pour le dire simplement, mais est au contraire gallican. Donc faut nuancer. Vous avez parlé du Japon tout à l'heure, aussi de la Chine par rapport à la soumission. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire que la souveraineté c'est le contraire de la soumission? Et est-ce qu'on peut aussi dire peut-être que la souveraineté est un résultat d'un État qui travaille pour l'intérêt du peuple, en fait? Est-ce que c'est pas c'est un résultat naturel si on l'État où justement le gouvernement travaille pour l'intérêt de ses citoyens, en fait? Alors,
pour la première question, est-ce que la souveraineté c'est le contraire de la soumission? Eh bien oui, c'est une idée qui est assez vraie. En fait, la soumission c'est le contraire de la liberté. Et comme je l'ai dit, la liberté c'est la fusion ou la synergie de la souveraineté et de la puissance, c'est le moyen d'assurer la souveraineté. Donc oui, la soumission du corps politique, c'est une forme de, c'est le contraire de la souveraineté, oui. Et donc, quand un corps politique est soumis ou se soumet volontairement, eh bien, il abolit sa souveraineté. Et il peut le faire sciemment. Pour la deuxième question, c'était oui, est-ce que l'État doit agir dans l'intérêt du peuple? Alors, si le corps politique travaille pour l'intérêt du peuple. Ah. C'est-à-dire que c'est pas une chose qui vient comme ça, c'est juste un résultat d'une dynamique, on peut dire, de laquelle direction la politique prend en fait. Est-ce que c'est nécessairement l'intérêt du peuple? Est-ce que cette dynamique, c'est... Non, je vais dire que la souveraineté, c'est pas une chose qui... comment dire? C'est un résultat d'une façon, la politique est dirigée. Enfin, le pays est dirigé. Ah, c'est-à-dire que si on a un homme qui est soumis, un président, qui est soumis par d'autres intérêts, voilà, il y a plein d'intérêts. Et quand il est soumis justement de plein d'intérêts, il n'est pas souverain. Et si vous avez un homme d'État qui n'est pas soumis, qui est souverain lui-même en fait, et qui travaille pour l'intérêt du peuple, c'est forcément un résultat justement de la souveraineté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Merci. Alors oui et non en fait. Oui parce que c'est la représentation qu'on a aujourd'hui de la manière dont devrait être conduite une bonne politique, c'est-à-dire dont devrait être assurée la souveraineté, travailler dans l'intérêt du peuple. En revanche, ce qui est vrai, donc ça par contre c'est pas vrai de tout temps, par contre ce qui est vrai c'est que la souveraineté sert l'intérêt du corps politique. C'est pas la même chose que le peuple. Vous pouvez considérer dans vos représentations, c'est le cas en France, que le peuple et le corps politique c'est la même chose. Mais c'est pas forcément le cas. Il y a un exemple que j'ai pas pris, parce que je voulais pas trop développer là-dessus, mais et ça montrait très bien à quel point les corps politiques sont tout à fait particuliers. C'est l'Empire Inca, donc d'ailleurs l'appeler Empire Inca c'est déjà une représentation, mais enfin peu importe. L'Empire Inca était caractérisé par une organisation dépourvue de toute monnaie, de tout marché, de tout échange. Enfin, de tout échange en échange de monnaie. Toute transaction. Il n'y en avait pas. Et ce qui se passait, c'est que toutes les denrées qui étaient produites étaient attraites par la collectivité et redistribuées ensuite, à chaque fois. Et en faisant ça, effectivement, ça permettait l'espérance, la persévérance dans l'être du corps politique inca, donc la survie. Mais en fait, c'était organisé de telle manière à ce que ça profite à une caste dirigeante que dans l'Empire Inca on appelait les Panaka, qui ont une particularité très bizarre, c'est d'être sous les ordres d'un mort, d'une momie. Je le développerai après si vous voulez. Et dans ce cas, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, l'Empire Inca fonctionnait de telle manière à ce que le peuple puisse survivre, le peuple Inca, mais en fait, il était organisé aussi pour préserver la puissance de la caste dirigeante. Mais dans cet exemple, la souveraineté sert la survie du corps politique, mais pas celle du peuple. C'est parce que nous, on a cette représentation-là. Et dans notre cas précis, dans notre souveraineté particulière, effectivement, si l'État n'est pas dirigé par des hommes qui travaillent dans l'intérêt du peuple, eh bien, ils ne travaillent pas dans l'intérêt du corps politique. Donc oui, ils sont soumis et nous ne sommes pas souverains. Vous donnez une définition de l'État qui est très particulariste et qui refuse la transcendance, si j'ai bien compris. Plus ou moins. Je vais quelle est votre développer critique de la conception scolastique qui fonde l'État sur le bien commun, oui. sa préservation, la paix et la justice, et par rapport au bien privé, qui est une conception différente de l'unité nationale et de l'intérêt général? Alors oui, effectivement, la conception que j'ai donnée de l'État est dépourvue de manière nécessaire, c'est-à-dire
nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être autrement. Dépourvu de manière nécessaire d'une transcendance. Ça, c'est vrai. En revanche, donc ça, c'est l'idée de souveraineté avec un grand S. En revanche, dans son acception particulière, donc la souveraineté d'un corps politique peut être construite sur la transcendance et donc sur le bien commun. Absolument. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas non plus développé, mais le sens, en fait, le sens dans lequel s'exercent les moyens de puissance des souverains chrétiens au Moyen-Âge, c'est dans le sens du salut de leur sujet, du salut des âmes de leur sujet. Et effectivement, la scolastique, donc, qui est basée sur le bien commun, est une représentation particulière de la souveraineté et peut tout à fait s'entendre dans un corps politique. Mais elle n'est pas nécessaire. Elle est contingente. Elle peut exister, mais elle peut aussi ne pas exister. Je voulais savoir si une explication sur le fait que ce soit un État fédéral comme l'Allemagne qui résiste le plus en fait aux normes juridiques européennes aujourd'hui. Je pense notamment à la décision de Karlsruhe. Il y a beaucoup de résistance en Allemagne, alors qu'on pourrait penser que c'est un pays pro-européen au sens large, et on voit que c'est les premiers, et souvent des fois via les Länders, qui vont résister en fait avec la concurrence de petites souverainetés justement internes, qui vont résister en fait à des normes supranationales. Est-ce qu'il y a une explication à ça? À l'Allemagne en particulier, parce que c'est le cas le plus Alors, la question, c'est l'Allemagne ou les États fédéraux? Les États fédéraux, mais je pense que c'est surtout l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup d'États fédéraux en Europe qui ne ressemblent pas à l'Allemagne, mais le cas de l'Allemagne en particulier. Ça m'étonne assez souvent de voir ça, en fait. C'est pour ça. C'est une explication du cumul, peut-être, de souveraineté. Oui. En fait, c'est parce que dans les États fédéraux, sont des corps politiques par imbrication, qui se sont construits par la somme, l'addition d'anciens corps politiques plus petits, généralement plus petits. Et dans les États fédéraux, la souveraineté externe, c'est-à-dire les moyens de puissance dirigés vers d'autres corps politiques, sont dans les mains de l'État fédéral, mais bien souvent, l'usage interne de la souveraineté, c'est-à-dire surtout la liberté, est partagé entre les deux, voire même majoritairement entre les mains des entités, des composantes de l'État fédéral, c'est-à-dire des États fédérés, ou quelle que soit la manière dont vous les appelez, province au Canada. Et donc, effectivement, c'est une source de résistance et de maintien de la souveraineté à l'égard de l'extérieur. Mais en fait, ça c'est très vieux. Les États, c'est pas des États, mais les corps politiques du Moyen-Âge en Europe, donc les féodaux, avaient une résistance par leur hyper décentralisation extrêmement importante à l'agression extérieure. Parce qu'un centre de pouvoir local pouvait tomber, c'était pas grave. C'est pour ça, par exemple, la défense contre les raids vikings s'est organisée de cette manière extrêmement décentralisée. Et il y a un contre-exemple parfait au tout début du Moyen-Âge, donc au Moyen-Âge, qui est celui du royaume wisigoth. Le royaume wisigoth était extrêmement centralisé. Il n'y avait pas de noblesse héréditaire comme on l'a connu après. Il y avait une noblesse qui était uniquement composée par la minorité wisigothe, mais il n'était pas décentralisé. Et ce qui s'est passé, c'est que le simple raid du califat islamique en pleine croissance, sur la fin de sa croissance, a provoqué sa chute. Parce que à Guadalete, donc qui est la bataille entre les forces wisigothes et les forces du califat, le roi, je me souviens plus de son nom, bref, c'est le deuxième du nom, mais je me souviens plus de son nom, est mort au combat, ainsi qu'une grande partie de la noblesse wisigothe. Et le royaume s'est effondré, d'un coup. Donc effectivement, les corps politiques qui s'organisent de manière décentralisée, donc qui répartissent les prérogatives de la souveraineté, sont plus résistants aux agressions extérieures. Et plus qu'une question, c'est peut-être un complément à la question précédente. Essaye de parler plus fort, s'il te plaît. C'est plus un complément à la question précédente qui était sur le cas de l'Allemagne, qui a été donné en exemple, et sur sa capacité de résistance, entre guillemets, aux normes européennes prises dans son ensemble, au sens très large. L'argument qui était évoqué, la thèse qui était évoquée, c'était le système fédéral et la décentralisation. Je me permets, ou si j'ai cru comprendre, mais le système fédéral. Le système fédéral. Je pense que dans le cas de l'Allemagne, et j'aimerais ton avis, je pense que dans le cas de l'Allemagne, un autre élément,
serait précisément ce que tu mettais en avant, c'est-à-dire, et que j'ai relevé tout à l'heure dans ma première question, sur les acceptions différentes de la notion de souveraineté entre les pays. Et le cas de l'Allemagne est assez intéressant, puisque la construction européenne, pour le cas de l'Allemagne, s'inscrit dans un instant politique où ce corps politique change radicalement sa conception de la souveraineté. On passe de un petit peu l'idéal impérial à suite à la Seconde Guerre mondiale, à une vision de l'État qui est là uniquement pour assurer la liberté, les droits de l'homme, qui change totalement. Et c'est peut-être précisément, il était donné l'exemple de la cour de Karlsruhe notamment, une des formes de résistance de l'Allemagne aux normes européennes est précisément peut-être donnée à travers l'exemple de la politique The Lange Das de la cour de Karlsruhe. Tu peux répéter ? The Lange Das. Aussi souvent que les normes allemandes assureront davantage de liberté que les normes européennes, les normes allemandes primeront, pour synthétiser. Et c'est une conception essentielle, finalement, de la petite souveraineté avec un petit s, la conception allemande de la souveraineté, qui explique plutôt cette résistance aux normes européennes et qui mettrait, je me permets de reprendre l'hypothèse que je t'avais adressée, qui met en avant justement que cette concurrence de conception de souveraineté aboutit nécessairement à des impasses. Et dans le cas de l'Allemagne, cette impasse s'exprimerait par un refus d'application de certaines normes. Je voulais avoir ton opinion sur cette réponse complémentaire. Il y a une réponse très générale et une réponse particulière à l'Allemagne à donner. La première, la réponse très générale, c'est que oui, en fonction de son acception particulière de la souveraineté, un corps politique va plus ou moins résister à l'extérieur. Et quand un corps politique comme l'Allemagne n'a pas de vocation à l'universel notamment, contrairement à la France, il y est plus simple de défendre son acception particulière parce elle n'admet pas réellement l'absorption d'autrui dans son corps politique. Maintenant, pour l'Allemagne précisément, l'acception de l'Allemagne de la souveraineté n'a pas autant changé que ça. En fait, c'est plutôt l'objectif qui a changé, mais le fonctionnement n'a pas vraiment changé. L'état de droit formel, c'est une invention allemande, donc du 19e siècle, fin 19e, début 20e. Et c'est quelque chose qui était présent sous l'Empire allemand, le Second Reich, celui des Hohenzollern, et après, il est même resté dans la République de Weimar, et puis, après, avec le Troisième Reich, tout s'est dissous de toute manière, donc, plus ou moins. Mais c'est resté un fond, et c'est revenu après la guerre, mais de manière encore plus forte. Et cet état de droit formel, il a été mis au service, ici, d'un état de droit matériel, donc effectivement la protection des droits de l'homme. Et comme les Allemands ont eu une expérience très forte et très marquante d'un péril absolu sur leur corps politique, c'est-à-dire qu'il a été détruit momentanément, je dis pas que c'était pas mérité, mais c'est pas une question morale en fait, si vous voulez, c'est pas une question morale. Mais comme ils ont eu cette expérience, eh bien ils sont extrêmement réticents à ce que ça se reproduise. Et ils mettent systématiquement en avant des points qu'ils considèrent comme des lignes rouges. Et effectivement, la protection des droits de l'homme est pour eux une ligne rouge parce que accepter l'idée même que les droits de l'homme, qu'ils voient comme le contraire du nazisme qu'ils ont connu, puissent ne pas être respectés, c'est quelque chose d'insupportable pour eux. C'est assez indéfini comme concept. Donc comment on sait, nous qui sommes à côté et qui sont censés avoir des normes en commun avec eux, à quel moment ils vont mettre la ligne rouge ? Question qu'on se pose pas avec l'Autriche ou la Belgique. Quoi. Est-ce que c'est quelque chose d'indéfini ? En fait, c'est quelque chose de philosophiquement, oui, c'est quelque chose qui peut connaître une polysémie extrêmement importante. Par contre, en termes juridiques, c'est devenu quelque chose de très certain. Et notamment parce que s'il y a bien un point où il y a eu un rapprochement entre les corps politiques européens, c'est sur la question des droits fondamentaux, notamment à travers l'action de la CEDH, qui a contribué à unifier la vision que les différents corps politiques européens avaient de leurs propres droits fondamentaux. Et d'ailleurs, la conception française des libertés publiques a perdu au change. C'est typiquement la conception allemande des droits fondamentaux qui s'est imposée. Et maintenant, elle est présente partout en Europe, à tel point même que
pour les juridictions françaises, hein, il y a identité entre les droits qui sont défendus par la Constitution, ceux qui sont défendus par la Charte européenne des droits de l'homme, et celles qui sont défendues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et pour eux, c'est la même chose, c'est la même protection. Donc on est arrivé à un point très élevé d'intégration sur ce point. Alors moi, je vais en poser une. Est-ce qu'un corps politique doit être souverain et doté d'un minimum de puissance pour pouvoir exister ? Oui. Oui, parce que, oui, dans la définition que j'ai donnée de la souveraineté. La souveraineté, je l'ai définie comme la persévérance dans l'être. Hein. C'est je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le conatus de Spinoza, en fait. C'est ce qui agite tous les êtres. Donc oui, un corps politique doit être souverain pour exister. S'il n'est pas souverain, il n'existe pas. En fait, c'est même une contradiction dans les termes. Mais un corps politique qui n'est pas souverain, c'est pas un corps politique, il n'existe pas. Donc, ce qui se passe, c'est que comme le corps politique est une notion dynamique, quand un corps politique semble ne plus être souverain, en fait, il la perd très progressivement et vit une agonie, si vous voulez. Mais il vit une agonie qui peut être très lente, parce que surtout aujourd'hui, les corps politiques organisés autour de l'État sont extrêmement solides. Faut voir l'exemple de l'Allemagne. Hein. Après ce qu'a connu l'Allemagne, hein, je rappelle quand même qu'il y a eu 13 millions d'Allemands morts pendant la Seconde Guerre mondiale. 13 millions, et l'Allemagne existe toujours. Donc, et l'agonie est plus longue, plus les corps politiques sont solides, plus l'agonie est longue. Mais on n'est plus véritablement souverain, parce qu'en fait on n'exerce plus nos moyens de puissance, mais avant que ça produise des effets finaux, c'est-à-dire que le corps politique meurt, disparaisse, ça prend énormément de temps. À moins qu'une contrainte extérieure ne vienne mettre un coup d'arrêt. Et là on a justement l'effet de la représentation qui perdure. Voilà, c'est ça. Dans le temps, même après la mort de l'objet de la représentation. C'est ça. Voilà. La représentation demeure. Voilà, par exemple, on est tous français et on l'a très ancré au fond de nous. Pourtant, eh bien, le corps politique français souffre d'un manque criant de puissance et donc d'un étiolement de sa souveraineté. Mais ça va rester longtemps. Hein. Ça va rester très très longtemps. Il y a des idées, il y a des représentations qui sont très très vieilles. En Iran, la représentation de l'Iran d'elle-même, c'est une représentation qui emprunte beaucoup à la représentation des empires iraniens pré-islamiques de l'Antiquité et du début et jusqu'à la fin du Moyen Âge, enfin jusqu'au début du Moyen Âge, pardon. Donc il y a des choses qui restent très longtemps. Si on analyse un peu, si on fait une analyse justement de la politique d'aujourd'hui, si on regarde un peu les États-Unis ou même, comme vous avez parlé tout à l'heure, la Russie, oui. On peut dire que voilà, la politique là-bas, là, on peut dire que peut-être là, il y a plus de la souveraineté des pays. Mais si on allume la radio aujourd'hui ou on lit les articles, j'ai l'impression quand même on jette... comment on dit, des choses négatives. Là, tout à l'heure aussi, dans la radio, sur Trump ou sur Poutine, c'est assez négatif, je trouve. Est-ce que c'est un signe que, en France ou là, dans l'Europe, actuellement, la souveraineté, c'est un signe, c'est mauvais, en fait? Est-ce qu'on a l'impression, et c'est pour ça d'ailleurs, parce que moi, j'ai l'impression que vous voulez donner plutôt une image positive de la souveraineté, j'ai dû comprendre. Non ? Finissez, je vais après répondre. Moi, j'ai pu comprendre, voilà. Et vous avez parlé de la puissance, mais aussi pas d'un point négatif, voilà. Et voilà, est-ce qu'on peut dire peut-être cette manque aussi, comme vous avez dit, il faut au moins d'une petite souveraineté pour pouvoir exister d'un État. Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, justement, il manque cette souveraineté, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas voulu en Europe actuellement, par rapport à ce qu'on entend partout, parce qu'on ne dit pas que c'est bien ce qu'ils font aux États-Unis, ils ne disent pas que c'est bien ce qu'ils font, ce qui fait Poutine. Donc, on est toujours en train de... Et pour moi, c'est un peu... Je viens d'Allemagne, d'ailleurs, et c'est vrai que là-bas, on ne parle jamais de la souveraineté. C'est un peu contradictoire parce qu'effectivement, il y a cette désir, on peut dire, pour défendre les droits de l'homme,
à cause de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais à l'autre côté, on est pour l'Europe, on est pour l'euro, et on ne peut pas être souveraine parce que ça fait partie un peu de cet ancien régime avec le nationalisme, etc. Donc on est en train de mélanger. Et peut-être aussi, c'est un point en Europe aujourd'hui qu'on ne veut pas justement mettre ça en avant, la souveraineté, parce qu'on mélange justement cette souveraineté avec les anciennes idées de la nationalité, ouais, voilà. Alors, bon, déjà, vous êtes allemande, donc je pense que vous avez fait saigner des oreilles lorsque j'ai prononcé plusieurs fois de l'allemand. Alors, vous avez dit, bon, il y a 3 choses, vous avez dit pas mal de choses, on va le découper en 3. Bon, déjà, sur la question de la positivité ou de la négativité de la souveraineté. Oui, la souveraineté est très chargée de représentations qui sont bien souvent ou positives ou négatives. En fait, vous avez l'impression que je cherche à redorer le blason de la souveraineté parce que comme on n'a qu'une image négative, qu'une représentation négative, forcément tout ce qui est dit, qui sort de cette négativité est vu comme positif. En fait non, je ne dis rien de positif ou de négatif sur la souveraineté. Au contraire, la souveraineté, et notamment son moyen de s'exercer la puissance, mais vogue toujours entre le merveilleux et l'indicible. C'est-à-dire que c'est, pour le dire autrement, c'est capable du meilleur comme du pire, et c'est ça le tragique de l'histoire. C'est qu'il n'y a pas de positif ou de négatif qui est contenu dans le sol ou dans la nature. Ce qui se produit, et ça peut être terrible comme très beau. Après tout, et c'est ça aussi la grandeur des corps politiques. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était sur la vision négative de la Russie de la Russie de Vladimir Poutine, pas celle de Boris Eltsine par exemple, et des États-Unis de Trump, et pas celle de Barack Obama. Bon là, c'est parce que effectivement, c'est pas tant, ça n'a pas tant trait à la souveraineté qu'à la puissance de ces deux États. C'est-à-dire que, oui, ces deux États, et puis les États-Unis, ça date pas d'hier, exercent les moyens de puissance qui sont dans le cas des États-Unis colossaux, et que ça se voit, et que premièrement, quand nous, on ne le fait pas, eh bien, ça paraît être une anomalie, parce que justement, on charge cette puissance de négativité, on a une représentation négative de cette puissance, et puis la deuxième chose, c'est que pour Vladimir Poutine comme pour Trump, ils obéissent à une pensée politique qui est chargée de négativité en France. Pour Trump, c'est un vieux fond très isolationniste américain, centré sur l'intérêt du corps politique américain avant tout, mais presque à l'extrême. Et puis pour Vladimir Poutine, c'est pour Vladimir Poutine, c'est la vieille tragédie russe, c'est-à-dire que personne n'est jamais tombé plus bas que les Russes et personne ne remonte comme les Russes le font. Et c'est ça surtout. Et la Russie, en déployant ses moyens de puissance, ça paraît comme inquiétante. Mais elle n'est inquiétante uniquement parce qu'on ne le fait pas. Nous, on ne le fait pas à l'encontre de la Russie. On n'a pas de rapport de puissance avec la Russie, ou très peu, enfin pas assez. Et du coup, on se sent menacé. C'est normal. C'est normal de se sentir menacé lorsque vous n'êtes pas capable d'exercer les moyens de puissance qui sont les vôtres. Et donc la troisième question, c'était... Alors répétez-la moi parce que... La troisième partie, c'était la fin de ce que vous avez dit. Alors oui, non, si, je m'en souviens. C'était sur la vision négative de la souveraineté. C'est-à-dire, et pourquoi aujourd'hui en Europe, être souverain, c'est mal vu en fait. Oui, je pense que c'est lié à notre acception particulière de la souveraineté en Europe, parce que notre souveraineté en Europe est liée à la construction de la nation. Et comme la nation, donc l'intérêt national notamment, a été vu comme négatif au XXe siècle, parce que jugé responsable de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde Guerre mondiale, et que une nation, c'est un type particulier de corps politique, donc c'est un type particulier de souveraineté, eh bien, on met tout ça dans le même panier, et tout est chargé de négativité, parce qu'on n'est plus capable de penser la souveraineté, donc de faire les distinctions entre ces différents concepts qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'on a une vision très négative de la souveraineté, et qu'il faudrait la détruire, mais sauf que détruire la souveraineté, c'est détruire le corps politique.
Et comme il n'existe pas d'ailleurs de communauté humaine qui ne soit pas des corps politiques, eh bien c'est forcément en recréer d'autres. Donc en fait, on ne sort jamais. On ne sort jamais de tout ça. Et donc c'est vain d'espérer abolir la souveraineté. Elle disparaîtra pour réapparaître ailleurs, ou autrement. Et c'est d'ailleurs, du coup, parce que j'ai réfléchi, comme vous disiez au début, c'est négatif et positif, la souveraineté. C'est pour ça, d'ailleurs, ma première question aussi, est-ce qu'on ne peut pas dire... Enfin, je ne connais pas des textes officiels aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit sur la souveraineté. Sûrement les choses comme vous, soit positives ou négatives. Mais peut-être, je ne sais pas, au futur, peut-être ça sera plus positif, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être dire que c'est un résultat d'une politique qui travaille pour l'intérêt du peuple. Non, peut-être un jour, je ne sais pas. Ah, est-ce que la souveraineté deviendrait positive par le seul fait qu'elle Si on rajoute justement la définition que la souveraineté est le résultat d'un homme politique qui travaille pour l'intérêt du peuple. Oui. Ça peut être justement la construction au XXe siècle, non ? Ça peut être une nouvelle manière de penser la souveraineté, et donc de penser le fait politique. Oui. Et donc l'idée derrière, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que ça permettrait de rendre positive à nouveau la souveraineté. Alors oui, le souci, c'est qu'une représentation, c'est pas un effort de volonté. Même, je vais aller plus loin, la plupart de nos représentations ne sont même pas volontaires. En fait, la plupart de nos représentations sont ce que Kant appelait des jugements apodictiques. Un jugement apodictique, c'est un jugement qui est vrai nécessairement. Voilà. Et la plupart de nos représentations sont de ce type. C'est vrai, et on les pense comme vrais. Et pour en sortir, c'est très dur. Et il suffit pas de se dire un matin, oui, je vais changer mes représentations. Mais non. Dans les vies au quotidien, tout le temps, elles sont présentes partout. Et on les sent, on les voit même pas, on n'en est même pas conscient. Donc réussir à modifier la vision que les populations ont de la souveraineté, c'est un travail d'extrêmement longue haleine, qui en fait n'est pas un travail politique, mais un travail métapolitique, qui passe par des événements, modestement comme le nôtre par exemple. Mais vous voyez, là on est 20, ça fait 20 personnes, c'est pas grand monde. Il y a une question ? Expliquer dans des pays comme la France le moment, l'événement, ou les événements qui ont fait qu'on a dissocié. Parle devant le micro, mais pas sur le côté. Ouais, mais ok, j'entends pas quand ça. J'ai pas l'impression qu'il marche pas. Hein. Bon, ça donne la pression, c'est bien, ça donne une consistance. Ouais, je vais garder. C'est pour le style. À quel moment en fait une dissociation dans un pays comme la France, par exemple, entre l'identité et la souveraineté ? Parce qu'aujourd'hui on essaie de les opposer, mais un pays comme la France, on peut assez objectivement voir que c'est assez lié. C'est même la souveraineté qui a fait une identité à terme plutôt que l'inverse. À quel moment ça s'est dissocié comment on pourrait l'expliquer par d'autres événements que les traumatismes des années 40 ou je ne sais quoi à quel moment ou quels sont les éléments qui ont fait qu'on l'a dissocié en France ? Parce que ce qui fait la France, c'est peut-être précisément la souveraineté de son État, plus que c'est relativement récent qu'on ait une culture, une langue unie comme aujourd'hui. J'ai pas traité de la question de l'identité. Je suis en train d'y travailler en fait en ce moment, donc je ne parle jamais de ce dont je travaille et je parle plutôt de ce qui est achevé, donc là je ne l'ai pas achevé. L'identité, c'est justement un ensemble complexe de représentations. Et oui, effectivement en France, notre acception particulière, c'est que notre nation a été construite par l'État. Elle a été unifiée par l'État. Et quand on dissocie la souveraineté de l'État ou du corps politique avec l'identité de la France, eh bien, en fait, on va effectivement dans le mur. Parce que ça veut dire que c'est nier ce qui nous fait, ce qui nous a construit, comme nous sommes aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a un conflit de représentation sur la question de l'identité en France et que on ne trouve pas de consensus, on ne trouve plus de consensus, l'ancien consensus est remis en question et on ne parvient plus à en trouver, ce qui veut dire que l'unanimité de la souveraineté n'est plus assurée. Et là, et en plus c'est renforcé par effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre l'identité et la souveraineté qui ne devrait pas exister.
Et donc, on encourt un risque d'éclatement. D'éclatement, pas forcément violent, hein, mais un risque d'éclatement du corps politique. C'est justement aussi pour ça qu'il y a des aspirations à la verticalité. On est bien placé en Bretagne pour le dire. Des aspirations à la verticalité, c'est-à-dire créer un autre corps politique. C'est aussi parce qu'il n'y a plus de consensus dans le corps politique qui est le nôtre. Les Corses, les Basques, alors c'est beaucoup moins fort que chez nos voisins, mais ça existe. C'est pour ça aussi. Alors moi j'avais une remarque à faire. Le fait de penser donc la souveraineté fait que le corps politique va sécréter des institutions et des hommes capables de défendre cette souveraineté, d'utiliser cette puissance pour persévérer dans leur être. Le problème étant qu'aujourd'hui, étant donné qu'on ne pense plus cette souveraineté, on a un cercle vicieux qui fait qu'on ne sécrète plus ces institutions et ces hommes. Et ma question est comment on brise ce cercle vicieux et comment on retrouve le chemin de l'histoire, en fait, quelque part. C'est une question extrêmement complexe. Comment on fait pratiquement pour y arriver? Il y a une question, il y a une réponse générale à apporter qui en fait n'apporte pas. Peut-être des exemples historiques? Oui, je vais en donner. Il y a une réponse déjà très générale à donner, c'est que comment on reconstruit comment on reconstruit un corps politique en mesure de produire des hommes et des institutions qui sont capables d'assurer sa persévérance dans l'être. Déjà, en fait, ça dépend des particularités des corps politiques. En fonction du corps politique donné, les solutions ne sont pas les mêmes à apporter. Maintenant, comment on le fait? Alors, en fait, en disant ça, on n'a rien dit. Comment on le fait pratiquement en France? Alors, c'est pas la première fois que la France connaît ce type de rupture de consensus, et donc ce type de rupture et donc des menaces sur l'unanimité, et elles sont en France généralement brutales. Ce qui n'est pas moins le cas au Royaume-Uni, par exemple. Et donc ce qui se passe, ce qui s'est passé en France, généralement, c'est que les hommes et les institutions étaient générés dans l'effort. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le conatus à l'origine, c'est l'effort. C'est-à-dire que quand le corps politique menace d'imploser, entre en guerre civile, typiquement pendant les guerres de religion, eh bien c'est l'événement qui finit par créer des hommes et des institutions qui, désirant le retour de l'unanimité, vont tout faire pour y arriver et vont reconstruire des consensus avec de nouveaux hommes et de nouvelles institutions. Même si... non, même pas vraiment. Bon, là, c'est ce qui s'est passé à la Troisième République. C'est que il y a eu une très forte contrainte extérieure, mais qui a montré les failles du régime. Et qui a montré qu'en fait, l'unanimité était certes acquise, en grande partie, mais que les consensus étaient si temporaires qu'ils étaient extrêmement fragiles. Donc, comment on recrée des hommes et des institutions? Eh bien, en France, je dirais par l'effort. Alors, l'idée quand même, ce serait d'apprendre de notre passé et de se dire qu'il faut commencer l'effort avant que l'unanimité ne se brise totalement. C'est-à-dire maintenant, le plus tôt possible. Et donc penser à nouveau la politique pour reconstruire des institutions et fabriquer de nouveaux hommes capables nouveaux hommes en fait pour manier ces institutions, parce que l'homme tout seul n'est rien, à moins de devenir une institution à lui seul, comme Napoléon Bonaparte par exemple, mais c'est extrêmement rare. Mais sinon, dans notre cas précis, je vois pas autrement. Alors à moins que nous ne produisions les conditions nécessaires à ce que ce soit généré autrement. Mais ça, on ne peut pas le dire avant. Généralement, ça s'observe a posteriori. On va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas pour cet échange. Et puis, je vous invite, si vous voulez, si vous êtes un peu timide, si vous avez des questions, à venir me voir. Et puis, donc, je vous l'ai dit au départ, cette conférence est basée sur un article. Je déteste ce micro. Est basée sur un article qui sera posté sur le site internet du Cercle du Guesclin. Donc, je vous invite à aller le lire. Et puis, je vous invite d'ailleurs à y retourner régulièrement parce que cet article aura des suites. Puisqu'il ne se suffit pas à lui-même, même c'est un petit peu comme le premier film de chaque trilogie, on est capable de le regarder d'un coup et ça fait un film, mais en fait on a toujours prévu des suites, donc là c'est le cas, et donc restez branchés.
L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.